Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouveau podcast du Club Paname. Ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas rejoint pour une petite soirée entre nous. Avec nous toujours Drayas, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Lionel, fidèle au poste, salut à toi. Salut les gars. Bon, on va faire un petit bilan de cette saison. C'est vrai qu'on n'a plus l'habitude de débriefer nos matchs, donc on va débriefer la saison en entière. Satisfaction, déception, que s'est-il passé cette année? On va en parler tout de suite. Alors je vais déjà vous demander, niveau joueur, est-ce que vous avez des satisfactions cette saison malgré le marasme collectif Drayas? Il y en a un qui est évident et qui ressort du lot. Non, il y en a deux, mais un que tu savais parce que voilà, c'est Kylian Mbappé qui a encore progressé et maintenant qu'il a prolongé, on ne peut que en dire du bien. Il n'y a plus aucune raison d'avoir la moindre rancune vis-à-vis de lui. Et l'autre immense satisfaction, c'est Nuno Mendes. Après, il y a des joueurs qui ont pas déçu, qui ont été plus ou moins au niveau. On peut parler de Danilo, on peut parler bien sûr de Marquinhos, même s'il a une fin de saison délicate. On peut parler de Kimpembe, mais qui a toujours quelques limites. On peut parler de Marco Verratti, qui a été un peu moins absent, mais tout de même un peu absent. Mais voilà, les deux satisfactions, si vraiment on en ressort deux, pour moi, c'est Kylian Mbappé et Nuno Mendes. Explique un peu en détail pourquoi Nuno, pourquoi Mbappé. Pour Mbappé, je pense que tout le monde sait pourquoi Nuno. Mbappé, c'est simple, c'est qu'il avait un niveau qui était exceptionnel, il avait quelques petits défauts dans la finition, il avait quelques petits défauts dans les replacements, il a corrigé les deux, il s'est mis dans la finition, c'est devenu presque un alien, il sait la mettre à droite, à gauche, dans le petit filet, la lever quand il faut. Il a son taux d'occasion et but marqué, ça a très sérieusement augmenté. Pareil au niveau de l'activité sur le terrain, il est malgré tout plus actif. On peut aussi noter des progrès de la tête. Au niveau des dribbles, il n'a pas acquis de nouveaux trucs, mais là-dessus, il était toujours extraordinaire. Et on peut même noter sans doute une petite intelligence de jeu. Enfin, ses statistiques en passes décisives et puis même en key pass parlent pour lui, leur augmentation. Voilà, enfin, le truc, c'est que la marge de manœuvre, en fait, avec Mbappé, la marge de manœuvre pour devenir presque l'attaquant ultime, elle s'est encore réduite. C'est un joueur exceptionnel et il le montre d'année en année. Il est encore jeune, il a encore une marge de progression, mais tu as du mal à voir où est-ce qu'il va pouvoir aller chercher la marge de progression. Et pour Nuno Mendes, c'est plus facile pour Nuno Mendes de dire les quelques petits défauts. C'est des petites sautes de concentration, des petits moments où il se fait prendre. Mais on s'est rendu compte en fait cette année qu'il était très intelligent dans son placement défensif, alors que c'était la grande crainte le concernant. Il est très bon dans la défense sur l'homme. Et sa principale qualité, c'est son intelligence de jeu. C'est effectivement un latéral offensif, mais qui sait aussi se placer en retrait quand il le faut. Il sait participer au jeu. Il sait rentrer dans l'intérieur qu'il veut. Et ce qui est exceptionnel avec ce joueur, c'est la variété de ses passes. Il est capable de faire des exters, des inters, des transversales, des passes dans la profondeur, des passes dans les pieds. Et il fait quasiment tout le temps le bon choix. Drayas a rejoint mon train, Nuno. Assez rapidement d'ailleurs. Lionel, est-ce que tu partages cet avis? Est-ce que tu as d'autres satisfactions? Je pense quand même qu'on peut intégrer dedans Verratti, c'est-à-dire que c'est l'une des premières, enfin c'est sa première véritable vraie saison pour moi, puisque on l'a vu quand même tenir beaucoup, pas mal de matchs, les 90 minutes, et être capable de répéter les efforts. J'ai pas les chiffres, mais il n'a pas été absent tant que ça cette saison. Ouais, il a une absence septembre-octobre et après ça, il est plutôt là. Ouais. Ouais, donc c'est un joueur qui a été assez fiable physiquement cette année, qui tenait dans la durée. On va le rappeler répéter chaque année, mais à côté de lui, il n'a pas eu non plus un milieu de terrain ultra performant et je trouve qu'il a été bon. Donc, moi, j'ai été souvent très dur avec lui parce que je pense que c'est un joueur qui a beaucoup de talent et cette année, je trouve qu'il a quand même répondu aux attentes, surtout quand on prend en compte que devant lui, il avait trois joueurs qui, alors, Neymar faisait un peu plus d'efforts que les autres, mais qui ne défendaient pas non plus beaucoup, quoi. Voilà, un petit mot sur Mbappé qui fait 21 passes D, toutes compétitions confondues cette saison. Pour rebondir sur ce que dit Drayas, c'est aussi un axe de progression. Et on a aussi ses frappes de loin. Il a mis pas mal de buts de frappes de loin cette année qu'on pouvait lui reprocher avant. Il en a mis 5 ou 6 en dehors de la surface. On va passer maintenant aux déceptions. Lionel, est-ce que tu as des déceptions? Je pense que la première, je pense que tout le monde sera d'accord de dire, c'est Messi. Alors, quand on regarde les stats, on peut se dire que c'est quand même de très belles. Le tableau statistique est quand même pas mal. Il n'est pas dégueulasse.
Et pour un joueur comme Messi, on peut s'attendre à beaucoup mieux. Je pense à Hakimi aussi, qui a très bien démarré, mais la suite de sa saison a plutôt été moyenne. C'est plus une déception par rapport à ce qu'on attend de son statut qu'un réel flop. Ouais. Oui, c'est pas un flop, mais c'est-à-dire que bien sûr. Je pense qu'on peut attendre beaucoup mieux. Après, est-ce que le schéma le met en valeur? Ça, c'est un autre débat. Et puis, Gay, que je note en déception. Alors, pas parce que j'ai énormément d'attentes envers lui, mais parce que je trouve que ce qu'il a fait contre le Real Madrid, c'est pour moi une faute professionnelle, son entrée. C'est bien beau d'aller mettre des coups de savate à Mbappé ou Verratti quand on est à l'entraînement. Laisser passer Modric comme ça, sans mettre le pied, avoir envie de prendre le ballon et puis la passe tout de suite à l'engagement. Enfin, son entrée à Madrid, plus d'autres prestations, mais c'est surtout ce match où il va vraiment dégoûter. A priori, Pocket est d'accord avec toi puisqu'il a complètement disparu depuis ce match contre le Real. On a dû le voir 2 fois titulaire. Dryas, tes déceptions de la saison? Je vais déjà rebondir avec les noms qu'a dit Lionel. Pour moi, Gay n'a pas été une déception. Alors après, je suis pas objectif. Il parlait sur l'humain cette saison plus, Lionel. Ah oui, sur l'humain, oui. Bon, j'ai même pas envie de rentrer dans la polémique du maillot. Non, c'est par rapport à son entrée contre Madrid. Il a même ouais. Mais en soi, pour moi, c'est une confirmation. C'est juste que voilà, le match contre Madrid était peut-être une mise en exergue des grandes qualités de Gay, quoi. Il est devenu la caricature de lui-même, mais il est resté pour moi fondamentalement lui-même. C'est un joueur qui peut être utile, mais qui fondamentalement te déséquilibre un bloc, te déséquilibre une équipe. Les quelques solutions qu'il apporte t'amènent au moins autant de problèmes que les solutions qu'il est soi-disant censé résoudre. Pour Messi, je vais être plus je comprends tout à fait le point de vue de Lionel, mais je vais être plus mi-figue, mi-raisin, dans le sens où ça a été quand même s'il est décevant, il a eu quelques bons matchs, peut-être 2, mais les mauvais matchs de Messi, on s'est quand même retrouvé à chaque fois avec au moins un geste qui aurait pu être décisif ou qui a été décisif. Et pour moi, c'est plus mi-figue, mi-raisin et pour la déception qui n'est pas nommée, c'est celle de Neymar. Alors après, là aussi, on est dans une continuité, et lui aussi est devenu un peu une caricature de lui-même. Alors pour le coup, je vais sortir du terrain, je vais parler vraiment de son corps. Le Neymar de l'année dernière avait légèrement grossi, légèrement forci. Le Neymar de cette année a carrément changé de visage. On ne le reconnaît pas par rapport à 2017. Tu as l'impression qu'il s'est pris 15 ans dans la tronche. Ses appuis sont plus là. Alors la vitesse, enfin la présence. Alors déjà les présences de Neymar, là-dessus, tout à l'heure j'étais effectivement un peu trop sévère avec Marco Verratti. Avec Neymar, on ne pourrait pas être assez sévère concernant ses présences. Et dans le jeu, cette proportion à faire un bon match de temps en temps, comme le dernier match de la saison a été bon, comme quand il n'y a plus rien à jouer, tout à coup il revient un petit peu. Enfin, il y a vraiment trop de bugs mentaux. J'ai souvent défendu ce joueur, mais il y a un moment où tu peux pas mettre autre chose qu'un gros mauvais point à Neymar pour sa saison. Ensuite, je nommerai un peu la fin de la saison de Marquinhos, qui depuis la cagade du Real a eu 2 mois qui sont surprenants pour ce joueur, parce qu'on avait l'impression que ce joueur était fiable quoi qu'il advienne, et là il a eu 2 mois où il n'était pas du tout fiable, il a enchaîné les cagades. On peut aussi nommer celle de Donnarumma à ce titre-là, la fin de la saison qui a été plus que problématique. Donnarumma, ça aurait été satisfaction jusqu'au Real et déception après. Exactement. Et du coup, c'est pour ça que tu peux pas vraiment le citer en satisfaction. Et Kim, il explosera jamais le plafond de verre en fait. Et la déception, elle n'est pas tellement dans le joueur, elle est dans les attentes que tu pouvais encore avoir vis-à-vis de lui et qui ne seront jamais réalisées. Alors, moi, je vais en rajouter un. Oui, j'en ai plein à rajouter. Tu peux rajouter Herrera, Draxler. Tiens, c'est bien. Ça, c'est la catégorie fantôme. Tu vois, Herrera, Draxler, Paredes, Kerrer, Dagba, Icardi. On va pas en parler ce soir, mais il y en a un qu'on n'a pas cité qui est Wijnaldum, qui était très attendu en tant que recrue, mais qui est rentré tout de suite dans la catégorie fantôme, tellement on ne le voit pas sur le terrain, tellement il a l'air perdu dans ce système et dans notre animation. Wijnaldum, Lionel, je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu étais pour son arrivée? Est-ce que tu as pu en penser? Moi, je n'étais pas contre son arrivée. Après, je ne l'ai pas non plus très bien suivi ces 2 dernières saisons à Liverpool. Et visiblement, depuis la Ligue des Champions, il était plutôt sur le déclin. Mais je m'attendais à beaucoup mieux. C'est vrai que j'ai complètement oublié de l'intégrer, lui, dans les déceptions, parce que pour moi, c'est devenu un joueur fantôme.
malheureusement, ça me fait plus de la peine pour lui, mais il n'existe presque plus. Je m'attendais à beaucoup mieux de jouer avec ses profils, en tout cas. Darius, un mot sur Wige? Bah, moi, je le voulais. Je le voulais. Et puis surtout, c'était. Faut essayer de se souvenir dans quel état on était l'été dernier au niveau des milieux. Enfin, on avait un nom de milieu qui était cohérent, qui apportait une cohérence, qui en plus semblait pouvoir matcher avec ce que voulait proposer Pochettino. Il y avait quelques doutes le concernant parce qu'effectivement, il n'était pas tout le temps utilisé à Liverpool. Mais il avait quand même eu des matchs très décisifs, notamment en Ligue des Champions. Et on est passé à rien, en fait. À rien sur le terrain. Un joueur, mais parfaitement transparent, ni utile offensivement, ni utile défensivement, a tendance à perdre de balles, pas forcément des récupérations. Alors, on avait des projections, mais qui étaient parfaitement inutiles. Ouais, rien. Un petit mot sur Ramos, Darius? Ah oui, mais je ne le mettrai pas en déception parce que quand il a été titulaire, excepté un match, c'était une pleine satisfaction. Déception de son absence, en gros. Voilà. Et, tu recrutes un joueur qui, en plus, te fait saliver les quelques fois qu'il est sur le terrain pour qu'il fasse 10-12 matchs à la fin de la saison, surtout essentiellement des matchs qui servaient à rien. Donc oui, une déception à ce niveau-là, bien sûr. Très bien, on va passer au coach. Pochettino, déception ou satisfaction, qu'est-ce que vous retenez de bon et qu'est-ce que vous retenez de mauvais? Lionel, ton avis sur la saison de Pochettino, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain? Bah écoute, je vais être très très dur avec lui parce que premièrement c'est quelqu'un, avant même qu'il signe au Paris Saint-Germain, c'est un entraîneur que j'avais envie de voir chez nous, déjà par rapport au fait qu'il a été joueur et capitaine, parce que j'ai bien aimé ce qu'il a fait en Angleterre, surtout à Tottenham. Je trouvais que c'était un entraîneur qui, alors c'était pas, qui n'avait pas un jeu exceptionnel, mais je trouvais que c'était quelque chose de, enfin, on voyait de l'intensité, du pressing, on sentait qu'il y avait un vrai travail, une vraie idée derrière. Et pour moi, aujourd'hui, sur l'ère Qatari, je ne compte pas Comboiré parce que bon, lui, il n'a pas été choisi par les Qataris. Pour moi, c'est le pire entraîneur qu'on ait eu. Alors, paradoxalement, certains matchs, surtout de Ligue des Champions, je trouve qu'il les a extrêmement bien préparés sur les 2 saisons qu'il a faites, que ce soit le Barça la saison dernière, le Bayern au retour aussi, où quand on gagne chez eux, on va dire de manière miraculeuse, on se dit qu'on va souffrir au Parc des Princes et il fait vraiment un très très bon match contre le Bayern, les 2 matchs contre City, même si au match retour, bon, ben, on plonge physiquement et mentalement, mais on fait quand même 2 très belles mi-temps contre City. Cette année, pareil, contre le Real, on peut dire ce qu'on veut, mais je pense qu'on a été l'équipe qui les a mis le plus en difficulté et qui méritait peut-être le plus de les éliminer. Mais je trouve que c'est trop peu. Il n'y a pas de Pochettino, on a l'impression qu'il a subi les choses, que depuis, je pense que depuis le début de la saison, il s'est dit, voilà, l'objectif, c'est d'arriver à la fin de la saison dans une position où je peux être licencié, récupérer mon chèque et me casser de là avec, sans devoir faire une 3e année supplémentaire, quoi. Et je suis vraiment extrêmement déçu par son attitude, ses conférences de presse. C'était ennuyeux. Son discours, on ne comprend pas. Des fois, il dit quelque chose, après il dit c'est pas ce que j'ai voulu dire, alors qu'il s'exprime tout le temps dans sa langue. Donc, on ne peut pas avoir d'interprétation, et c'est clair. Donc, non, honnêtement, je ne peux pas. J'ai du mal à lui trouver beaucoup de circonstances atténuantes ou de points positifs, mis à part, comme j'ai dit, la préparation de certains gros matchs. Arias? Alors, déjà, je vais rebondir vite fait sur Tottenham. Beaucoup de gens ont vu le Tottenham de Pochettino au travers du match contre City. Faut avoir conscience que la dernière saison, c'est une saison où ça marche plus très bien, où le discours commence à avoir un peu de mal à passer, mais déjà sa première expérience à Sunderland et ensuite les 2 premières années à Tottenham, ce qu'il a fait, c'était très très fort. Et il faut voir la réaction des joueurs, je pense notamment Kane, Son, quand ils apprennent le départ de Pochettino, il y a et de la tristesse et un immense respect. Et c'est un coach qui a fait progresser ses joueurs, etc., etc., etc. Moi, il y a eu un virage. Alors, je ne sais plus exactement quand est-ce qu'il s'est produit,
où on avait un coach qui était là, tu sais, on se disait, mais putain, attends, il faut qu'il fasse un changement, machin. Et puis paf, et 2 minutes après, il en faisait un. Et qui n'était pas forcément celui auquel t'anticipais, mais qui était un truc du genre. Puis tout à coup, il s'est mis à faire tous ces changements à la 87e minute, quoi. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là. Il y a peut-être eu un lâchage, je ne sais pas exactement. Je comprends pas. Et là-dessus, sur ce lâchage, j'ai plus envie d'aller regarder du côté de la direction du PSG plutôt que sur le coach. On a déjà connu, alors effectivement, et là-dessus, c'est de la faute de Pochettino, hein, mais on a déjà connu un Carlo Ancelotti qui a claqué la porte à cause de ça. On a Tourelle, je ne lui trouverai pas de circonstances atténuantes, mais qui pète un câble à cause de ça. Unai Emery qui est complètement lâché, etc., etc. Et je pense que cette espèce de virage étrange que Lionel, je trouve, tu qualifies très bien en mode bon, bah, c'est bon, maintenant je vais juste récupérer mon chèque. Si Pochettino a une part de responsabilité dedans, je ne pense pas qu'il est le seul. Pour ce qui est de bien, j'aimerais qu'on se souvienne d'il y a 2 ans, quand on discutait, quand on allait sur Twitter, quand on allait sur Internet, il y avait une expression qui ressortait quand on parlait du Paris Saint-Germain, et c'était le 7+3. Et pour ça, je suis reconnaissant Famoso à 7+3. Pochettino d'avoir fait disparaître cette expression. C'est-à-dire qu'on a retrouvé un bloc. Alors, des fois, un bloc statique, avec absolument pas de solution, avec absolument pas de mouvement, etc. Mais on a retrouvé un bloc, et rien que pour ça, je le remercie, parce que par rapport, et je conclus là-dessus par rapport à ça, par rapport à Lionel, le pire coach pour moi, c'était pas Pochettino. Et grâce au passage au Pochettino, c'est un petit peu comme il y a Sarko Hollande, quoi. Il y en a un qui a guéri la fonction que l'autre avait abîmée. On sait que tu as voté Zemmour, Drayas. Oui, je sais, mais c'est un autre sujet. Je suis obligé de passer Zemmour à chaque la politique qui m'a inspiré. Non, alors pour le 7+3, juste un petit retour, on l'a quand même vu dans certaines séquences, notamment à Bruges et à Leipzig, mais où c'est les milieux qui n'accompagnent pas les attaquants, les milieux qui sont livrés pour presser devant. Et je l'ai quand même vu sur certaines séquences en début de saison, un peu moins dans les gros matchs. On l'a pas vu contre le Real, on l'a pas vu contre City. Peut-être, Bastien, mais c'est plus devenu une expression. C'est vrai. Alors qu'avant, c'était la chose qui qualifiait le jeu du Paris Saint-Germain. Lionel, tu veux réagir là-dessus ? Non. Je dis ce que j'avais à dire sur lui. Je pense que c'est déjà très bien. Une phrase pour dire au revoir à Pochettino, Drayas ? Désolé que ça n'a pas marché. Lionel ? Bonne chance, et puis j'espère qu'il gagnera l'Europa League avec l'Athletic Bilbao ou autre. D'accord, c'est très clair. On va passer à la direction sportive. On va commencer par Leonardo. Drayas, tu étais pour son retour. Tu étais un peu plus dubitatif l'année dernière. Qu'est-ce que tu as pensé de cette deuxième année ? Troisième d'ailleurs. Basto ? Oui. WhatsApp. Vas-y, Seb. Moi j'étais inquiet et rassuré de sa venue. Je me disais comment on allait avoir un mec un peu fort en gueule, que le coach allait être un peu moins seul, qu'il allait attirer un peu de lumière sur lui. Au niveau du recrutement, je me faisais déjà guère plus d'illusions, et paradoxalement, il a peut-être fait son meilleur recrutement ever cette année. Quand on pense notamment à Nuno Mendes, Hakimi qui est une déception, mais Hakimi c'est quand même un putain de prospect. Mais est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui ? Mais là où on l'attendait, là où il était censé être fort, il a été nul. Au niveau des déclarations, on l'a peut-être entendu 2 fois dans l'année, et c'est tout. Il a absolument pas fait paratonnerre. Et pour le reste, les prolongations de contrat, le nombre de goals, je trouve que les gens sont d'une sévérité extrême avec Pochettino sans lui chercher de trouver de circonstances atténuantes. Et je trouve que cette sévérité serait beaucoup plus applicable à Leonardo, dont le passage a été, mis à part quelques recrutements, mais on n'est même pas sûr que ça vienne de lui, a été cataclysmique. Sa gestion sportive a été affreuse. Il est pour partie la clé de voûte qui fait qu'il y a cette porosité avec des gens qui rentrent, qui viennent. Il n'a pas du tout été un paratonnerre, il n'a pas du tout été un communicant. 0/20. Ouh, et 0 carrément. Tu mets même pas un petit point pour la forme, pour sa présence ? Mais même pas, parce que justement, sa présence, on a eu 2 déclarations le concernant.
C'est tout. Il a ramené Hakimi et Nuno Mendes, je peux lui donner. Oui, mais alors c'est pareil. Nuno Mendes, a priori, c'est pas directement lui. Et Hakimi Nasser a directement intervenu. D'accord, très bien. Lionel, est-ce que tu es aussi sévère sur le cas Leonardo? Alors, je ne lui mettrai pas 0 parce que c'est comme au bac, si tu te présentes pour l'an. Voilà. Oui, je pense que. En fait, le truc, c'est qu'avec Leonardo, on a eu cette image du moment où il arrive au Paris Saint-Germain. Il faut se rappeler que quand il arrive au Paris Saint-Germain, on avait énormément de fins de contrat. Il me semble qu'il restait, je crois, 9 contrats pro à l'époque où il arrive. Donc, il doit recruter 13 ou 14 joueurs. Donc, oui, là, il pouvait empiler. Ça, il sait faire. Il n'avait pas besoin de vendre. Donc, ça lui a permis, en fait, de construire une équipe avec une feuille blanche. Son deuxième passage, ça demandait des qualités totalement différentes. Et je pense que c'est des qualités qu'il n'a pas. Il fallait être capable de vendre, il fallait être capable de mettre en place un vrai scouting, etc. C'est quelqu'un qui travaille seul, sans les scouts. Et je pense que c'était une erreur de casting. Alors, à mon avis, il a été recruté surtout parce qu'il fallait calmer un peu à l'époque les supporters qui étaient en colère et le fait de voir Leonardo, ça a permis, entre guillemets, de mettre un peu de la poudre dans les yeux. Mais son deuxième passage, oui, est extrêmement mauvais, que ce soit dans sa communication, que ce soit dans ses choix, dans son mercato. Enfin, La gestion des contrats, Lionel. Oui, la gestion, la gestion des jeunes. Ubuesque, la gestion des contrats. La gestion des jeunes. Michoud qui refusait d'être. Ah oui, j'avais oublié de parler des jeunes. Mais Dina Ndimbe qu'on garde pour jouer 2 secondes derrière. Combien on a de goals? Dagba qu'on refuse à Gironne. Combien de goals? On pourra parler des jeunes après, Basto. Combien de goals on a sur contrat? Il y en a 10 ou 11 sous contrat. Non, mais c'est sûr. Qui a prolongé Kurzawa? Quand tu vois que Didier Milton propose 15 millions pour lui et que finalement tu arrives à te fâcher avec Leverkusen, alors que 15 millions pour Didier Milton, c'est. Bien sûr. C'est limite quand on a demandait quoi? Il demandait 20, c'est ça? Je ne sais pas ce qu'il demandait, mais. C'est joué à 2-3 millions près, mais 15 millions, Dina, tu le vends direct. C'est clair. Donc, non, c'est quelqu'un qui. Voilà, puis même par exemple le cas Icardi, alors même si là, c'est dur. Non, mais même si au départ, nous, on était quand même contents de son arrivée. Mais depuis le mois de janvier, c'était un joueur qui ne marchait plus très bien, puisque Cavani avait même réussi à reprendre sa place. Au Final 4, au Final 8, je sais plus. Final 8. Choupo-Moting lui passe devant. L'entraîneur, tu sais très bien qu'il ne va pas utiliser. Alors, même si tu penses que tu vas le licencier et mettre en place l'entraîneur qui va peut-être l'utiliser, mais c'est 50 millions d'euros sur un joueur qui potentiellement n'est pas dans les plans de l'entraîneur. Donc, tu es obligé de l'acheter à ce moment-là. Non, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Non, tu n'es pas obligé. Après son prêt où il y a les 6 derniers mois qui sont un peu moyens, tu n'es pas obligé de lever l'option d'achat, Darius. Non. Tu es sûr de toi? Oui. Elle n'était pas obligatoire, l'option. Donc, surtout qu'en plus de ça, d'ailleurs, on réalise un mercato rabais avec Danilo, Rafinha à 0 € et après de Kim. Voilà, ces 50 millions d'euros a permis peut-être de réaliser un mercato un peu plus intéressant. Donc, même cette gestion-là, à partir du moment où lui, en interne, il sait que le joueur il ne va pas être utilisé, tu ne balances pas 50 millions d'euros. Ouais, vas-y, Darius. Après, je voudrais rebondir sur les jeunes par rapport à tout à l'heure. Tu avais commencé. Alors, c'est et Leonardo et pas Leonardo. Là, maintenant, il faudrait limite monter plus haut que Leonardo. Mais effectivement, Leonardo n'a pas su avoir le leadership. Et de toute façon, je crois qu'il n'en a jamais rien à branler des jeunes. Pour installer justement une structure, pour imposer une logique. Et il n'a pas su faire ça. Et de toute façon, ça c'est un truc qui est ubuesque. Tu avais un son de cloche concernant les jeunes qui venait de la direction du PSG, tu avais un son de cloche qui venait de Leonardo, tu avais un son de cloche qui venait de l'entraîneur des jeunes. Et mais pour le coup, c'est pas, je lui mettrais pas ça directement sur la tête tellement il s'en occupe peu en fait. Voilà. Ouais, il s'en occupe peu, mais c'est lui qui bloque Dina et Dagba, tu vois. Oui, bien sûr. Dagba, il a joué depuis janvier? Je crois qu'il a joué 5 minutes. Il a fait une entrée, je crois. Une entrée en condition. On lui a refusé son prêt à Gironne parce qu'on se disait qu'Hakimi pouvait revenir tard de la CAN. Mais bon, bref, c'est ubuesque. Même sur la communication, Leonardo, cette année. Mais c'est ça, ouais. Voilà, c'était sa principale qualité en premier. Alors, avec le truc où c'était allé un peu trop loin avec le coup d'épaule.
Mais au-delà de ça, quand tu te souviens de Léo sous Carlo Ancelotti, il prenait une part de la lumière, et il prenait une part de la lumière dans le sens où il assumait un certain nombre de critiques. Il faisait des interventions au niveau des médias qui étaient, pour la majorité, très utiles. Là, en 2 ans, il a fait quoi comme intervention auprès des médias? À quel moment il a protégé ses coachs? Juste jamais. On est d'accord. Bon, bah, Leonardo, de toute façon, n'est plus. Et c'est une bonne nouvelle pour le club. Je pense qu'on sera tous d'accord. Un petit mot sur le reste de la direction sportive, Nasser. Je ne sais pas si vous avez des mots à dire, Drayas. Est-ce que tu veux dire quelque chose sur Nasser et le reste? Bah, la problématique, est-ce que c'est Nasser, est-ce que c'est l'émir? Enfin, tu captes rien à ce club, tu captes rien à son organigramme. Peut-être que les choses vont changer, faut le souhaiter. A priori, ça semble le cas, mais tu captais rien. Il y en a un qui dit ça, l'autre qui dit ça. Nasser a l'air plus ou moins cohérent dans son rôle, mais est-ce que tu es capable de définir son rôle, tu vois? Enfin, il est quand même président de l'ECA, il a fait des choses pour le foot français, il a fait des choses notamment par rapport à la Super League. Là-dessus, il était cohérent. Par rapport au club, bah, il a l'air plus ou moins cohérent, mais la problématique, c'est la diversité des informations. Tu sais pas qui a quoi comme responsabilité, et ça revient inévitablement d'une manière ou d'une autre sur les genoux de Nasser. C'est-à-dire que c'est à lui de savoir organiser ses équipes, c'est lui le grand patron. On dit qu'il est occupé par 10 000 trucs, qu'il n'a pas forcément le temps de s'en occuper. Et du coup, oui, il y a tout un tas de problèmes qui sont amenés par Nasser. Après, sont-ils amenés par Nasser? Sont-ils amenés par la gérance encore plus haut que Nasser? Impossible à savoir. Il y a juste une information en direct qui vient de tomber, c'est que Nasser a annoncé que le contrat de Mbappé n'est pas une prolongation, mais un nouveau contrat, puisqu'il était, il était un joueur libre. Du coup, Monaco ne touche pas les 35 millions. Voilà, mais à mon avis, ça veut dire aussi que Monaco ne va pas nous faire de cadeau pour Champions. Oui, bah, surtout que Mbappé était censé être en fin de contrat en juin, donc le nouveau contrat, ça me paraît bizarre. C'est ce qu'il a dit. Que comme Bah, ça... peut-être que le nouveau contrat commence au 15 juin après sa fin de saison, mais je pense que Monaco va pas se laisser faire, ouais. Après, on en parlera à l'autre podcast, ça. Oui, mais c'était une info directe. Oui. Donc merci pour l'info, c'est vrai, on en parlera tout à l'heure. Sur Nasser et tout ça, Lionel, tu veux rajouter quelque chose? Non, après, je pense que Nasser, au bout d'un moment, il faudrait qu'il soit peut-être un peu plus présent. Alors oui, quand il faut annoncer ce genre de nouvelles, il est là, mais est-ce qu'aujourd'hui, il a vraiment la casquette de président, la vraie casquette de président du Paris Saint-Germain? J'ai des doutes. Je pense qu'aujourd'hui, il a beaucoup trop de choses à faire. Et ce serait peut-être intéressant qu'il y ait quelqu'un qui fasse vraiment un peu plus ce travail, ce tempo, même s'il garde derrière peut-être entre guillemets, être le représentant du Paris Saint-Germain sur la scène européenne, etc. Mais peut-être avoir vraiment comme une sorte de directeur général ou directeur délégué qui gère le sportif, quoi. Très bien. Pour conclure, est-ce que pour vous, cette saison est un peu le résumé de tous nos maux sous QSI, que ce soit dans la gestion du match retour du Real, tout ce qui se passe, le bordel ambiant, Drayas, t'en penses quoi? Est-ce que c'est un peu un résumé? Représentatif puisque résumé, parce que comment résumer le passage de Thomas Tuchel au travers de quelque chose d'autre que Thomas Tuchel? Comment tu vois, tu as Unai, enfin, représentatif, effectivement, quand tu parles du match du Real, tu domines pas de la tête et Surtout qu'on s'y attendait plus forcément mais après. tu domines de la tête pendant 3 mi-temps, puis tu t'écroules mentalement dès le début de la deuxième. Il y a plein de gens qui vont faire référence à l'action de Kylian Mbappé juste avant l'égalisation, mais on n'est plus là mentalement dès le début de la deuxième. Tu as l'impression de revivre une nouvelle remontada. Ouais, c'est plus un représentatif, plus qu'un résumé. Très bien, Lionel. Désolé, j'ai pas entendu la question. Est-ce que pour toi, Oui. est-ce que pour toi cette saison est un représentatif un résumé ou représentatif, comme a dit Drayas, de tous les mots QSI? De tous les mots, je sais pas, moi je dirais que ça a été accentué parce que quand on est venu sur le début du projet, c'était pas aussi bling-bling. D'un coup, on a eu Zlatan, on avait Thiago Silva, mais autour, on avait quand même des joueurs qui étaient, on va dire, des bons joueurs, mais c'était pas tout sur la star. Il y avait quand même de l'équilibre. Je pense que la bascule s'est faite après la remontada avec l'arrivée de Neymar, Mbappé, etc. Et je pense que là, on est arrivé, en fait, on va dire, au maximum de ce qui pouvait arriver et ça a explosé. Et ça nous permettra de repartir sur des bases un peu plus saines.
Mais je pense que c'est ressenti de tous les mots de QSI parce que je pense qu'il y a eu plusieurs phases. Il y a eu des phases quand même, il y avait une certaine cohérence, même si on n'arrivait pas à avoir le résultat escompté. Mais ça n'a jamais été aussi catastrophique que cette année, je trouve. En termes de gestion, en tout cas. Bah, c'est vrai que le Real retour, on a l'impression que c'était un espèce de mot passé. On s'était dit on était guéri avec la finale l'année dernière quand on élimine Munich et ça nous retombe sur la gueule comme ça de pleine face. Mais on se dit en fait on n'a pas guéri. Ouais, vas-y Drayas. Je pense qu'on peut remercier à l'arrivée de Lionel Messi sur une dimension. C'est complètement indépendant du joueur, mais c'était jusqu'à maintenant en fait on a un problème, on achète une star. Et sans doute, le fait d'avoir voulu acheter ce qui est la star ultime des 10 dernières années, tu t'as acheté le Big Boss, quoi, en fait, quand tu achètes Messi, et que ça ne fonctionne pas, ça a sans doute été ça agit comme un révélateur que cette méthodologie-là ne peut pas être la bonne, que tu peux avoir une star représentative, mais que derrière, il faut que tu aies une cohérence. Et possiblement, le cas de Lionel Messi, dans tout ce qu'il représente, a été le truc qui ouvre les yeux sur une logique de fonctionnement qui n'était vraiment pas bonne et dans laquelle le Paris Saint-Germain s'était enfermé. Oui, vas-y. Cette saison est porteur de cet espoir-là. Et j'aimerais vraiment qu'on arrête de tout mettre sur Pochettino parce qu'il prend tellement cher et il y a une vraie injustice dans le traitement qu'il subit. Parce qu'il s'est retrouvé vraiment à la croisée des chemins, à la fin d'un système avec un Leonardo qui mais pas en faisant du bruit, hein, juste derrière dans les coulisses qui foutait un dawa pas possible, qui s'entendait pas avec je sais pas combien de clans de joueurs. Petite info sur le sujet, c'est qu'a priori Leonardo disait en off je vous avais dit de pas prendre Pochettino, qu'il fallait prendre Allegri. Tu vois ce genre de choses. Ouais, voilà, exactement. Qui faisait tout pour savonner à droite à gauche, se dédouaner de ses responsabilités. Un Nasser qui était pas là, une solution qui était d'aller encore chercher une star. Et tout ça, mine de rien, est tombé sur la tronche de Pochettino. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas sa part de responsabilité, mais de là à lui en mettre tellement sur la gueule, je trouve qu'il y a un procédé qui est un petit peu injuste. Très bien. Pour conclure, une petite note sur la saison du PSG, Drayas sur 10 ? T'es champion. On va mettre 4. Lionel ? Moi, j'aurais mis 3. Je vais mettre 3,5 pour, tu vois, je me mouille vachement, tu vois. Bon, bref, cette saison n'était pas la meilleure. Merci de nous avoir suivis pour cette première partie. Il y a une petite deuxième partie qui va suivre sur l'avenir. Donc, continuez à nous suivre et à nous écouter. Merci beaucoup. À bientôt. Merci tout le monde. Ciao. Merci, ciao.